Pourquoi la grande majorité des cadres et des techniciens demandeurs d'emploi éprouvent des difficultés à trouver ou à retrouver un emploi satisfaisant? Un emploi satisfaisant, c'est-à-dire un emploi conforme à leurs réelles compétences et à leurs aspirations. Pourquoi certaines catégories de demandeurs d'emploi, je pense aux seniors, aux jeunes diplômés, aux profils dits atypiques, n'arrivent tout simplement pas à trouver un emploi ou mettent des mois, voire des années avant d'en trouver un? Souvent très éloignés de ce qu'ils souhaiteraient s'ils avaient vraiment le choix. Et pourquoi de nombreux autres sont amenés à accepter des emplois peu satisfaisants ou sous-dimensionnés ou sous-payés ou sans grand intérêt, et parfois les trois. Car il faut savoir que plus de 50% des cadres et des techniciens en poste considèrent leur emploi comme peu ou pas du tout satisfaisant, même s'ils sont peu nombreux à oser le quitter de peur de ne pas être en mesure de trouver mieux. Pourquoi la recherche d'emploi, lorsqu'elle tend à durer plus longtemps que prévu, devient-elle un véritable calvaire au quotidien et détruit-elle l'estime de soi de la plupart de ceux qui font cette expérience? Et pourquoi nul n'est aujourd'hui à l'abri du risque de tomber dans la précarité ou de devoir, pour l'éviter, accepter un emploi sans rapport avec leurs compétences réelles et bien entendu leurs aspirations? Si vous détenez des compétences métiers, techniques et ou managériales de bon niveau, comme c'est le cas de la plupart des cadres et des techniciens, vous aspirez sans doute, et de façon légitime, à ce qu'elles soient reconnues et vous permettent d'obtenir un emploi conforme à vos souhaits. Mais quels que soient vos efforts, quelle que soit votre motivation, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous ne recevez parfois même pas de réponse à vos candidatures, et quand vous décrochez un entretien, vous ne parvenez pas à convaincre vos interlocuteurs de vous faire confiance. Il y a toujours quelque chose qui cloche dans votre profil, vous manquez d'expérience, ou au contraire, vous en avez trop, votre expérience n'a pas été acquise dans le secteur d'activité de l'entreprise qui recrute, vous êtes surdimensionné pour le poste, vos prétentions sont trop élevées, bref, il vous manque toujours quelque chose pour coller aux attentes des recruteurs, à moins que vous n'ayez quelque chose en trop. Vous tournez en rond à la recherche d'offres d'emploi correspondant à votre profil et à chaque nouvelle tentative infructueuse, votre frustration augmente. Vous n'y comprenez plus rien, vous vous demandez ce qui se passe et vous ne voyez plus d'issue à la situation. Jusqu'au jour où vous finissez par retourner votre frustration contre vous et à vous demander « Mais pourquoi je n'arrive pas à obtenir un emploi en rapport avec mes compétences? Pourquoi les employeurs ne veulent-ils pas de moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Que vous en soyez déjà là ou pas encore, je vous conseille de regarder la suite de cette vidéo qui va apporter des réponses à ces questions et vous ouvrir des perspectives inédites. Bonjour, je suis Patrick Daymon, le créateur de la méthode SPGC qui est une approche innovante et surtout très efficace de recherche d'emploi et de gestion de carrière pour les cadres et les techniciens. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo et les suivantes pourquoi vous rencontrez les difficultés que je viens de décrire et surtout comment les surmonter pour trouver l'emploi que vous souhaitez rapidement en évitant toutes les difficultés et les frustrations auxquelles vous expose le processus classique de recherche d'emploi. Dans la véritable formation que constituent ces 4 courtes vidéos, je vais vous faire découvrir une méthode de recherche d'emploi totalement inédite, à l'opposé des approches classiques de recherche d'emploi, autant en ce qui concerne les modalités de sa mise en œuvre que les résultats qu'elle vous permet d'obtenir. Alors, rêvons un peu. Imaginons un instant un marché de l'emploi sur lequel vous ne seriez en concurrence avec personne, où vous nourriez des relations équilibrées sur un mode gagnant-gagnant avec les employeurs, où vous pourriez les convaincre sans difficulté de vous embaucher à un poste correspondant à vos aspirations, ou encore mieux, de faire en sorte que ce soit eux qui vous fassent des propositions de collaboration. Est-ce que vous seriez prêt à remettre en cause les modalités actuelles de votre recherche d'emploi et à faire l'effort d'assimiler les quelques outils qui sont nécessaires pour la mettre en œuvre? Si votre réponse est oui, regardez ce qui suit. Dans le cas contraire, désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. Je ne détiens malheureusement pas de solution miracle qui vous permettrait de trouver rapidement un emploi satisfaisant sans rien changer à ce que vous faites déjà. Mais avant de décrocher, je vous invite tout de même à y réfléchir à 2 fois. L'investissement de temps que représente l'assimilation de ces outils spécifiques
à la portée de tous, n'excède pas quelques dizaines d'heures, environ 5 heures par semaine sur les 3 mois que dure idéalement la mise en œuvre de l'approche. Ce qui est peu de choses comparé aux bénéfices que vous pourriez en retirer, puisque ça vous permettra de trouver un emploi satisfaisant dans les meilleurs délais et par la suite d'optimiser votre évolution professionnelle comme vous le souhaitez, sans dépendre du bon vouloir de votre hiérarchie. Ne pensez-vous pas que ça mérite que vous vous penchiez quelques instants sur la question ? Pour revenir au marché idéal que je vous ai décrit à l'instant, je sais qu'il vous paraît difficile de croire qu'il puisse exister sans que vous en ayez eu connaissance. Pourtant, je dispose de nombreux témoignages de personnes qui, comme vous, n'y croyez guère et qui peuvent maintenant témoigner de sa réalité. Vous pourrez consulter ces témoignages dans l'une des vidéos de cette série, mais dans l'immédiat, voici ce qu'il est important que vous sachiez. Quand vous utiliserez cette méthode, vous pourrez convaincre une entreprise de votre choix de l'intérêt de vous embaucher à un poste que vous aurez vous-même défini et configuré. Et ce, alors même que cette entreprise n'avait a priori aucune intention d'embaucher. Vous pourrez alors dire adieu à tout ce qui fait le rituel immuable et désespérant de la recherche d'emploi. Fini la consultation compulsive des offres d'emploi sur votre smartphone. Fini les CV que l'on refait à chaque fois pour mieux coller au profil recherché. Fini les lettres de motivation où vous devez feindre un enthousiasme que vous n'éprouvez pas toujours. Fini les candidatures sans réponse, qui sont autant d'espoirs déçus. Fini les entretiens de recrutement à sens unique dont vous sortez avec le moral dans les chaussettes. Bien sûr, vous pourrez aussi continuer, si cela vous chante, à répondre en parallèle aux offres d'emploi. Et dans ce cas, vous vous rendrez compte que vous obtenez beaucoup plus facilement des entretiens et que le regard des recruteurs à votre égard a changé. Que vous n'êtes désormais plus un candidat lambda, que vous avez la capacité de vous différencier des autres candidats et de donner aux entreprises l'envie de vous recruter. Même si vous ne correspondez pas vraiment au profil recherché. C'est la vertu de la méthode SPGC que de permettre à ses utilisateurs de rétablir en leur faveur le rapport de force très déséquilibré entre les candidats et les employeurs qui caractérise le marché de l'emploi actuel. Donc, si vous êtes en difficulté dans votre recherche d'emploi, si les emplois qu'on vous propose ne correspondent pas vraiment à ce que vous souhaitez, ou si vous en avez simplement marre de laisser d'autres que vous décider de ce que vous valez et de ce que vous pouvez faire, et à quelles conditions, il vous faut absolument ne rien rater de ce qui va suivre. Dans cette formation, je vais vous décrire les principes fondateurs de la méthode, son postulat de base, les attitudes mentales que doivent adopter ses utilisateurs, puis je vous révélerai l'existence du marché latent de l'emploi et de l'expertise qui va changer à tout jamais vos représentations et votre façon de gérer votre carrière professionnelle pour la mettre au service de vos propres objectifs. Je vous expliquerai étape par étape comment vous positionner sur ce marché latent, en illustrant mon propos d'exemple réel, et je vous détaillerai les outils de création de valeur et les compétences transverses qu'il vous faut acquérir ou rafraîchir pour utiliser à plein la puissance de la méthode SPGC. J'ai décidé de ne rien vous cacher et de vous donner tout ce qu'il est possible de donner dans l'espace de ces quelques vidéos. Mais pour commencer, il me paraît important de vous raconter l'improbable histoire de la genèse de cette méthode inédite de recherche d'emploi et de gestion de carrière qui constitue, à mon avis, la seule innovation réelle en la matière depuis plus de 30 ans. Pour avoir utilisé les approches classiques, moi aussi pendant des années avant de développer la méthode SPGC, je suis bien placé pour affirmer qu'il n'y a pas photo. Et je dispose de suffisamment de témoignages d'utilisateurs en échec avec les méthodes de recherche d'emploi conventionnelles qui ont pu, grâce à la méthode SPGC, atteindre des objectifs qu'ils pensaient a priori inaccessibles. Vous l'avez peut-être remarqué, sinon je vous remercie de votre délicatesse, je ne suis pas de la première jeunesse. Ma carrière professionnelle est en grande partie derrière moi, et si je joue actuellement les prolongations, c'est avant tout pour le plaisir de me rendre utile auprès de vous. Vous, c'est-à-dire ceux qui démarrent dans la vie professionnelle, ceux qui veulent la reprendre après des années d'interruption, ceux qui souhaitent se reconvertir, ou encore ceux qui veulent simplement occuper de façon constructive et si possible gratifiante les années plus ou moins nombreuses qui leur restent d'ici la retraite. Mon but est de vous transmettre tout ce qu'une longue carrière m'a permis d'apprendre et de vous proposer ainsi des raccourcis considérables pour la réalisation de vos objectifs. Car une carrière professionnelle, en fin de compte, ça passe vite. Et d'occasions ratées en objectifs revus à la baisse, on a vite fait de passer à côté de ses ambitions initiales.
Quand j'avais 25 ans, dans les années 70, muni de bons diplômes de l'enseignement supérieur, je suis diplômé de l'IEP de Bordeaux et titulaire d'une maîtrise de sciences économiques, j'ai eu mes premiers contacts avec le marché de l'emploi. Je ne peux pas dire que ce fut pour moi une expérience gratifiante. Pas besoin de vous faire un dessin, les choses n'ayant pas beaucoup changé depuis cette époque. Vous avez dû connaître cela vous aussi, hein. Les recruteurs qui vous posent des questions déplacées, qui vous traitent en suspect, qui essaient de vous prendre en défaut, ou de vous faire dire des balivernes sur vos motivations ou sur vos inclinations personnelles. Bref, j'ai vite trouvé que le climat était plutôt malsain et le rapport de force très défavorable aux candidats. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais fait une autre idée de la façon dont les entreprises devaient nouer des relations avec leurs futurs collaborateurs. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite lors d'un entretien chez un grand constructeur automobile américain que je ne nommerai pas, quand un psychologue du travail m'a demandé, à brûle-pourpoint, comment je voyais mon père et aussi comment je voyais ma mère. Alors, étonné, je lui ai demandé « Mais que signifient ces questions? Pourquoi me posez-vous ce genre de questions ?» Et il m'a répondu que les rapports que j'avais avec mon père préfiguraient ceux que je pourrais avoir avec le pouvoir hiérarchique et que ceux que j'avais avec ma mère étaient censés préfigurer ma vision de l'entreprise. Alors j'ai pas pu m'empêcher de lui répondre un peu vertement que ces questions relevaient de la psychologie de cuisine et que j'étais là pour un emploi et non pour une psychanalyse. À la tête de mon interlocuteur, j'ai compris que ce n'était pas la bonne réponse et j'ai donc mis fin prématurément à l'entretien en lui souhaitant bonne chance avec les autres candidats. C'est sans doute cette expérience qui m'a amené à faire le choix d'une carrière d'entrepreneur, me choisissant comme mon propre patron. Alors c'est pas une solution que je recommande à tout le monde, hein. Il faut avoir la vocation pour devenir entrepreneur. Avec le recul, je ne regrette rien. Comme tout entrepreneur, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Et comme disait Confucius, choisis le travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est vrai, hein, j'ai toujours fait ce qui me plaisait et c'est sans doute aussi ce qui me vaut le fait d'être encore en activité comme je le suis à 60 ans passés et d'y prendre toujours autant de plaisir. Quelques années plus tard, en 1986, j'ai créé la filiale sud-ouest du groupe BPI, leader français de l'accompagnement des reconversions professionnelles que j'ai dirigé jusqu'en 1995. Et là, j'ai à nouveau été confronté avec ce que je considère comme l'inanité des processus de recrutement des entreprises qui mettent les candidats dans cette position d'infériorité absolue qui m'avait tant choqué quand j'en avais fait moi-même l'expérience. Les employeurs, faute de savoir prédire la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est-à-dire la valeur que vous pourriez créer pour eux, s'en tiennent à une sélection au profil. Ils ne prennent en compte que votre adéquation avec le profil prédéfini qui est supposé être le portrait type du candidat idéal. Ce qui est en soi une absurdité puisque les éléments du profil tels que les diplômes, l'expérience, le niveau de compétence, métier et à plus forte raison l'âge ou d'autres facteurs encore plus exotiques ne sont pas les facteurs qui déterminent réellement la valeur que vous pouvez créer. Je reviendrai sur ce point très important dans une des prochaines vidéos. Autrement dit, en plus que d'être une expérience extrêmement désagréable pour le candidat et parfois aussi pour l'entreprise, le processus classique de recrutement est un dialogue de sourds où l'on parle de tout sauf de l'essentiel, à savoir la valeur que vous seriez susceptible de créer et comment vous vous y prendriez pour le faire. Ça serait pourtant pas une mauvaise idée que d'exposer au candidat la valeur réelle que la société entend créer en ouvrant un poste ou en remplaçant son titulaire, puis en les questionnant sur la façon dont ils s'y prendraient, sous contrainte budgétaire éventuellement, pour atteindre l'objectif. Il ne leur faudrait sans doute pas longtemps pour voir si vous avez pris la mesure du projet, si vos propositions leur paraissent pertinentes ou pas, si vous avez conscience en tant que candidat de l'impact du projet sur les collaborateurs du service considéré ou sur les services connexes de l'entreprise, et le cas échéant, comment vous envisageriez de gérer cet impact. Les recruteurs en apprendraient plus ainsi sur vous et sur votre adéquation à leurs besoins qu'en épluchant à la loupe les éléments de votre profil. Et chaque rencontre pourrait être une agréable occasion d'apprendre l'un de l'autre dans le respect mutuel. Mais ça n'est pas ainsi que procèdent les entreprises. Il est vrai que leur position de force sur un marché très déséquilibré peut leur sembler avantageuse et les inciter à ne rien changer aux modalités habituelles de la confrontation entre les candidats et les recruteurs.
À l'époque où je dirigeais donc la filiale du groupe BPI, le marché de l'emploi cadre était certes moins compliqué qu'aujourd'hui, mais pour les seniors plus particulièrement, les temps commençaient à être difficiles. À l'époque, beaucoup des seniors qui perdaient leur emploi bénéficiaient des pré-retraites FNE, mais pour ceux qui ne pouvaient pas en profiter, la durée moyenne du chômage commençait à croître dans des proportions inquiétantes. Et comme la plupart de mes confrères le sont aujourd'hui, j'étais à l'époque impuissant à proposer à ceux que j'accompagnais des solutions réellement opérationnelles pour leur permettre de surmonter leurs difficultés. Je me trouvais dans l'obligation, faute d'avoir mieux à leur proposer, de leur conseiller les mauvaises solutions que finissent par adopter, souvent sur les conseils de leur accompagnateur, beaucoup de demandeurs d'emploi en difficulté. À savoir entreprendre une formation qualifiante pour améliorer leur employabilité ou prétendue telle, ou accepter un emploi sous-dimensionné, non satisfaisant en attendant mieux. Ces solutions ont pour principal mérite de mettre provisoirement les candidats à l'abri de la souffrance insupportable que peut être une recherche d'emploi infructueuse au quotidien, mais à terme, ces solutions ne font que rendre leur situation encore plus critique. Je ne peux pas dire que j'en étais satisfait. Ce genre de renoncement est tout à fait contraire à mon mode de fonctionnement et à mon éthique personnelle. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont incité à changer de métier. J'avais perdu la foi en ce que je faisais et j'ai préféré revendre ma participation au groupe BPI pour créer ma société actuelle, ADE Conseil, dont la vocation initiale était complètement différente puisqu'elle consistait à stimuler et à accompagner le développement des PME à fort potentiel. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai imaginé ce qui allait devenir la méthode SPGC. Je crois que son originalité est radicale par rapport aux approches classiques de recherche d'emploi, vient du fait que la méthode SPGC ne soit devenue une méthode de recherche d'emploi que de façon un peu accidentelle. Le but initialement visé était tout autre puisqu'il s'agissait de faciliter la mobilisation des compétences techniques et managériales par les petites entreprises à fort potentiel de développement. Cette mobilisation nous paraissant être la clé d'un développement maîtrisé de ces entreprises au-delà de 12-15 salariés. C'est ce qu'on appelle le seuil de structuration managériale, au-delà duquel il est impératif pour les dirigeants de s'entourer de collaborateurs détenant des compétences complémentaires aux leurs pour structurer les différentes fonctions de l'entreprise. Nous avions constaté que les dirigeants de ces entreprises manifestaient peu d'intérêt pour des compétences dont ils voyaient bien ce qu'elles allaient leur coûter, mais dont ils ne voyaient pas très clairement comment elles pourraient créer une valeur suffisante pour leur permettre de rentabiliser l'investissement. C'est pourquoi nous nous sommes mis à la recherche d'un moyen de contourner cette difficulté et c'est ainsi que nous avons imaginé un dispositif expérimental consistant à former des cadres au chômage à des outils très simples et très opérationnels de diagnostic et de création de valeur avant de les envoyer proposer à des entreprises de les aider bénévolement, je précise bénévolement, à résoudre une problématique à fort impact négatif sur leur performance ou à étudier un projet dormant dans le but de lui donner plus de consistance et de permettre aux entreprises de le réaliser. Parce que si les dirigeants de PME sont peu réceptifs aux conseils d'ordre général que peuvent leur donner les consultants, notamment de recruter des compétences complémentaires aux leurs, ils sont en revanche presque toujours intéressés par ce qui peut leur permettre de créer de la valeur à court terme, surtout si l'aide qu'on leur propose ne leur coûte rien. Et d'une façon que nous n'avions pas vraiment anticipée, au bout de 3 mois, c'est-à-dire bien avant la fin prévue du dispositif expérimental, tous les participants avaient reçu et accepté des propositions d'emploi correspondant à leurs attentes. Je précise que les financements dont nous avions bénéficié étaient dédiés aux demandeurs d'emploi de longue durée et que les participants au dispositif étaient tous donc au chômage depuis plus d'1 an, voire beaucoup plus, parfois plus de 2 ans pour certains d'entre eux. Nous venions donc, sans l'avoir vraiment cherché, de créer une méthode de recherche d'emploi totalement inédite et plutôt efficace si on en juge par ses résultats. Par la suite, avec le soutien de la CFE-CGC, nous avons bénéficié de financement des ACEDIC pour mener 20 dispositifs qui ont regroupé au total 300 cadres et techniciens en un peu plus de 12 ans. Ils ont visité au total environ 3500 entreprises et plus de 80% d'entre eux ont atteint leurs objectifs de reconversion en moins de 6 mois.
La méthode SPGC a été formalisée à ce moment-là, à l'occasion de ces dispositifs. Une boîte à outils constamment enrichie depuis a été créée et nous avons accumulé une expérience et une connaissance très approfondie des entreprises, particulièrement des PME, qui me permet aujourd'hui de guider les candidats de façon efficace quand ils font appel à mes services pour retrouver un emploi. En 2010, à la naissance de Pôle emploi, le mode d'attribution des fonds ainsi que leur destination ont changé et nous n'avons plus pu bénéficier de ces financements pour reconduire les dispositifs. C'est alors que j'ai décidé de me lancer, sans rien connaître à Internet d'ailleurs, dans l'aventure consistant à faire vivre la méthode SPGC en ligne. Et vous avez le résultat sous les yeux. Rien de bien exceptionnel sans doute, mais qui fait de moi la preuve vivante que l'on peut entreprendre une reconversion radicale à tout moment de sa carrière, sans renier les acquis du passé, en les utilisant au contraire, et en y prenant finalement beaucoup de plaisir. Voilà. Vous savez maintenant comment a été conçue la méthode SPGC et comment elle a fait ses preuves au fil des années. Depuis sa mise en ligne, j'ai fourni des supports ou accompagné plusieurs centaines de candidats avec des résultats très positifs pour la quasi-totalité d'entre eux, largement supérieurs à 80%. Pour ceux bien sûr qui font l'effort de la mettre en œuvre comme il se doit. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous invite à visionner la seconde dès que vous en aurez le temps. Vous pouvez pour cela cliquer sur le lien deuxième vidéo de présentation que vous trouverez en dessous de celle-ci. Dans cette seconde vidéo, je vous parlerai des principes et du postulat de base de l'approche. Nous ferons ensemble l'analyse du processus de mobilisation des compétences par les entreprises et nous verrons en quoi le positionnement des candidats SPGC est totalement différent de celui des chercheurs d'emploi classiques. Vous y découvrirez aussi ce qu'est le marché latent de l'emploi, sur lequel se positionnent les utilisateurs de la méthode SPGC et qui est à l'origine de la plupart des avantages de l'approche. Et puis je vous expliquerai comment, vous aussi, vous pouvez le faire pour bénéficier de ces avantages. Je vous présenterai aussi les outils et les compétences nécessaires pour utiliser la méthode et je vous expliquerai pourquoi elles sont nécessaires et à quoi elles vont vous servir. Et nous parlerons enfin des attitudes mentales et des représentations que doit s'efforcer d'acquérir l'utilisateur de la méthode SPGC pour optimiser son impact et acquérir la maîtrise de son devenir professionnel. Il s'agit donc d'une partie essentielle de la formation contenue dans cette vidéo 2 et bien sûr je vous invite à ne pas la manquer. Voilà, avant de vous quitter, il me reste une dernière chose à vous demander, c'est de me faire vos commentaires dans le champ prévu à cet effet, en bas de page, et notamment j'aimerais que vous répondiez aux quelques questions suivantes. Dites-moi quelles sont vos principales difficultés actuelles en matière de recherche d'emploi, et quelle serait pour vous la solution idéale. Et expliquez-moi comment fonctionnerait selon vous cette solution idéale. Ça va me permettre de mieux connaître vos réelles attentes, de mieux cerner vos attentes et d'y répondre de manière plus efficace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans la seconde vidéo. À très bientôt.